sûr que nous allons parler de données. Alors, comment utiliser les données? Et bien sûr, la question a été posée lors de la dernière séance. C'est en fait essentiel pour ce qui est d'optimiser l'intelligence artificielle. Comment gérer les données, comment avoir la bonne structure de gouvernance, comment veiller à la sécurité des données, que tout fonctionne bien. Enfin, toutes les questions liées aux données, vous êtes à la bonne adresse. Nous allons donc reprendre exactement la même formule. Petite introduction à nos panélistes, après quoi je vais leur poser quelques questions et ce sera votre séance. À vous de réfléchir aux questions ou aux commentaires que vous voulez poser à nos panels. Pour ce qui est de notre panéliste, nous avons Gabriel Fitzgerald, qui est le responsable des données de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ima Hockney, sous-ministre adjointe et responsable des données, Emploi et développement social Canada. Dr. Gaëlle Paris, responsable des données de la technologie, Programme des Nations unies pour le développement. Michael Langton, directeur principal de l'analyse avancée de l'IA, Amérique du Nord, Converge Technology Solutions, et Melvin Grier, scientifique de données en chef pour les Amériques Intel. Alors, c'est formidable qu'on ait un si bon panel et que l'on ait un public qui va s'intéresser à tous ces enjeux. Les ministères doivent améliorer la façon de partager les données. D'après vous, comment pouvons-nous favoriser un meilleur partage des données? Merci beaucoup. Je ne suis certainement pas la seule sur ce panel qui va avoir une opinion. Mais quand on pense aux données, on pense à comment rassembler toutes ces données. Les services doivent être adaptés aux besoins du client, du citoyen, de l'utilisateur. Et pour pouvoir faire cela, il nous faut comprendre leur expérience, leurs besoins. Il faut comprendre tout ça. Alors, il faut le faire avec les données. Mais comment faire ça en comprenant ses clients sans qu'ils se sentent dépassés par l'information qu'on leur réclame? Et dans le cadre de cet effort que l'on tente de déployer au sein du gouvernement fédéral au terme de la stratégie numérique du gouvernement, c'est enfin ces différentes pièces du casse-tête, la gouvernance, la structure, etc. Alors qu'on réfléchit à tout ça, on veut prendre l'information des citoyens, des citoyennes, et on veut, bien sûr, vous l'avez déjà entendu, il faut s'assurer que l'information puisse servir de nouveau, qu'elle puisse être partagée. Alors, que ce soit le contexte canadien, à l'échelle autochtone, municipale, provinciale, fédérale, peu importe la façon que l'on partage de l'information, ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment on le fait de façon transparente, par défaut. Alors, il faut réfléchir à la façon de créer ces services. Très souvent, moi, j'ai constaté, d'expérience, là, nous obtenons des données pour une fin particulière, pour un programme, pour un projet, et on s'en sert à cette fin. Et ce qui se produit, eh bien, il y a un autre programme qui en aura peut-être besoin, mais une subtilité. Et on demande aux clients la même information. Je pense qu'il faut éliminer les obstacles. Je pense qu'il faut fonctionner de façon plus cohésive. Il faut réutiliser afin d'éviter de poser la question à plusieurs reprises. Alors qu'on réfléchit à ces pièces du casse-tête, il nous faut comprendre, enfin, selon moi, quand on pense aux efforts déployés par le gouvernement alors qu'il balaie pour obtenir l'information, il faut comprendre à quoi vont servir ces données. Après, il faut répondre à la question, quand peut-on s'en servir? Ça, c'est comment peut-on partager, dans quelles conditions, qu'en est-il de la sécurité et du caractère privé de ces données? Et bien sûr, il nous faut réfléchir au comment.
structure, les ententes de partage, toute renonciation éventuelle. Dans le contexte fédéral, quiconque a partagé des données avec Statistique Canada, par exemple, qui est le principal rassembleur de données pour toutes statistiques socio-économiques, il faut des renonciations. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? À quelle fin? Quel est le contexte? Parce que si le contexte n'y est pas, eh bien, vous ne savez pas pourquoi ces données ont été rassemblées. Et bien sûr, il faut réfléchir aux structures, les approches automatisées pour qu'on puisse d'obtenir l'information et s'en servir de différentes façons. Je crois donc qu'il nous faut nous éloigner des risques. Moi, je travaille à la CIA et nous sommes un organisme de réglementation. À ce titre, nous comprenons l'importance du risque. Dans une culture du risque, comment partager l'information? Comment s'assurer que ça puisse être partagé, mais là où c'est possible. Et alors qu'on réfléchit à cela, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire quand on veut assembler cet ensemble de données, aller chercher l'information qu'il nous faut, oui, mais il ne faut pas le faire ayant une seule chose en tête. On ne veut pas se limiter dans notre rayon d'action. Et il faut comprendre quels sont les modèles essentiels, les relations des modèles, les attributs, pour que les données puissent se parler et puissent être interopérables. Et plus on le fait et plus on passe en fonction d'un partage de données, plus on s'en servir pour mieux desservir le public. Eh bien, je crois que vous avez soulevé de nombreux enjeux là, alors que on tente d'obtenir des données et comment on s'en sert, à quelle fin, réfléchir au cadre, à la gouvernance, et ce, depuis le début du processus, pour répondre aux questions du quoi, du comment et du quand. Vous avez aussi parlé du comment et en termes de sécurité, qui est une considération. Alors, ma question pour vous, maintenant, c'est quelqu'un qui a posé la question liée à la sécurité ce matin. Croyez-vous qu'il est possible pour les fonctionnaires d'optimiser l'utilisation des données et de partager cette information, mais en toute sécurité? Comment y arrive-t-on? Merci de votre question. Je vais commencer par dire que je suis bien contente d'être des vôtres. J'en suis à ma deuxième expérience AccentGov. J'étais à la première conférence, peut-être je serai la prochaine. Mais tout ça est important. Non seulement suis-je un scientifique en chef, mais aussi un fellow et un employé du FBI, le Federal Bureau of Investigation aux États-Unis. Il est très important de garder deux choses en tête. La vie privée et la sécurité ne sont pas les ennemis de l'innovation et du partage des données. Je vous soumets que notre attitude à sécuriser les données et être clair quant à la façon qu'on va se servir des données va nous permettre d'accélérer les services gouvernementaux. Et je vous dis cela parce que plus on est transparent, surtout lorsqu'il s'agit de l'intersectionnalité entre la souveraineté et le partage, plus les gens s'intéressent à ce que l'on fait, sont plus à même de faire confiance à ce que l'on fait et faire confiance aux résultats obtenus. Donc, c'est un volet important de la discussion. Deuxièmement, il y a du travail important à faire. Bon, l'encodage, par exemple. Il faut aussi le contrôle de l'accès et la gestion. Bon, il y a deux autres secteurs qui m'intéressent tout particulièrement, qui pourraient vous intéresser. Le premier, un aperçu minimaliste, à savoir comment on va rassembler l'information et comment on va la partager. Et s'éloigner de cette tendance des modèles les plus grands et miser sur les plus petits modèles et qui peuvent gérer avec discrétion et qui ne nécessitent pas plus de données que les données nécessaires pour régler le problème qui nous permettra d'aller de l'avant. Et quand on parle de transparence et
de veiller à la vie privée et à la sécurité de l'information sans compromettre l'innovation, on en a parlé plus tôt, le genre de personnes qui participent à cette démarche. Et vous verrez que bon nombre des solutions que nous trouvons ne sont pas nées grâce à des gens comme moi, mais on fait appel à des anthropologues, à des sociologues, à des leaders communautaires. Entre autres, ce sont ces gens-là qui vont nous aider à comprendre les subtilités du partage de l'information, tout en s'assurant qu'on n'est pas en train de violer, pas forcément les consignes légales ou juridiques, mais le gros bon sens. Le test que l'on utilise d'habitude, c'est le suivant. Si ces données appartenaient à ma mère et à mon père et ils ignoraient que ces données seraient partagées, comment est-ce qu'ils se sentiraient? Merci beaucoup, Melvin. J'ai bien aimé votre commentaire sur l'importance de parfaire les éléments de base, mais aussi l'importance de choisir quelles données on souhaite partager en ciblant l'objectif escompté. Également, le fait de consulter les anthropologues, les déontologues, etc. Et la question de est-ce que les gens consentiraient de partager leurs données? Moi, j'ai noté la protection de la vie privée et la sécurité ne sont pas l'ennemi de l'innovation. Peut-être que les membres de l'audience auront des points de vue là-dessus. Merci énormément. Ima, on a parlé de la partage des données et durant la pandémie, on a vu énormément d'innovations à cet égard. D'après vous, existe-t-il un risque maintenant que la pandémie a passé, un retour à la prudence? Merci énormément de la question. Je tiens à commencer par remercier les organisateurs de cet événement. Je suis heureuse de parler des données. On a déjà parlé de l'IA, mais comme nous le savons, les données sont un élément déclencheur pour l'IA. Durant la pandémie, il est devenu extrêmement clair qu'il fallait partager des données et à plusieurs niveaux pour fournir des avantages, la prestation d'avantages aux Canadiens. Il fallait comprendre comment se constituer la population en termes démographiques. C'était donc important pour nous de travailler de concert avec Statistique Canada pour mieux comprendre les différents groupes de la population. Si vous visitez le site web de Stat Canada aujourd'hui, vous verrez toute une panoplie de rapports qui démontrent quels gens et quelles industries ont été touchés de plein fouet. Et il fallait, pour pouvoir pondre ces rapports, un partage de données. Beaucoup de travail a été fait pour comprendre que ce n'était pas seulement le gouvernement fédéral qui avait besoin de ces données, mais également les gouvernements provinciaux, parce que les provinces devaient également partager des données. Au fur et à mesure de la pandémie, nous avons appris que c'était important pour les provinces de partager des données et cela n'avait pas à voir avec la loi sur la protection de la vie privée. Nous avons donc compris que les provinces avaient besoin de savoir, par exemple, si les citoyens des provinces avaient besoin de plus de soutien, s'il fallait planifier la réouverture des garderies et des bureaux, etc. C'était important. Donc, nous avons modifié la loi pour permettre le partage de données nécessaires. J'ai bien aimé une partie en particulier de cette expérience-là. En général, les gens qui travaillent dans les données se parlaient entre eux, mais maintenant tout le monde se parle ensemble avec les gens qui travaillent dans l'IA aussi. La loi est rédigée de sorte, ou plutôt, durant les premières phases de la pandémie, nous avons compris qu'il fallait modifier la loi pour permettre le partage de données. Nous avons en fait pu modifier les mesures législatives. Et
un moment qui m'a ouvert les yeux, c'était qu'on parle souvent de la loi sur la protection de la vie privée parce qu'on craint le partage de données. Par exemple, parce que les Canadiens n'approuveraient pas du partage de données. Mais c'est nous qui avons rédigé la loi pour bénéficier à à l'organisation de nos structures. Mais nous avons prouvé durant la pandémie que c'était bel et bien possible de partager les données de façon éthique et de façon sécuritaire en vertu de la loi sur la protection de la vie privée. Merci. C'est fascinant de réaliser que parfois il faut modifier la loi pour, à l'avenir, nous assurer que le partage de données sera possible. Vous avez aussi parlé de la collaboration entre les secteurs de l'IA et des données et avec les avocats dans la salle également. Michael, je vais vous donner la parole maintenant. Vous travaillez avec des agences de part et d'autre dans le secteur public. D'après vous, qu'est-ce qui fonctionne bien et quels sont quelques-uns des plus gros obstacles? Merci. C'est ma deuxième fois à participer à un événement Accelerate Gov. Ce matin, j'ai écouté les panélistes, y compris le dernier panel, quand ils ont parlé de l'IA qui a inspiré beaucoup de peur par le passé, mais qui aujourd'hui inspire les gens et inspire le partage d'idées. Je suis de tout cœur d'accord avec Ima. L'IA, c'est un élément déclencheur ou les données sont un élément déclencheur pour l'IA plutôt. C'est primordial. C'est très intéressant quand on pense à l'expérience de l'utilisateur, du citoyen. Quand on s'assoyait, je jasais avec Ima et elle parlait de la pandémie et les répercussions sur l'innovation. Et la COVID a obligé quelques innovations. Moi, je viens de Toronto et je travaille avec une entreprise qui s'appelle Converge. C'est une très grande entreprise, mais la plupart des gens ici ne le connaissent pas du tout, qui vaut à peu près 4 milliards de dollars. Et je travaillais dans le cadre de l'accès à l'emploi quand on essayait de faire venir des immigrants au Canada et on visait leur développement professionnel et les ressources qui seraient nécessaires. Ce service était un service en personne, mais quand la pandémie a éclaté, on ne pouvait plus fournir ce service. Et l'anglais ne serait pas la langue utilisée par ces clients-là. Donc, il y a quelques années, nous avons créé une plateforme pour permettre à ces personnes-là de travailler de façon plus indépendante. Notre plateforme s'appelle Vira. Et cette plateforme optimise l'expérience de l'utilisateur. Nous travaillons à l'échelle fédérale et provinciale et à l'échelle de l'État également aux États-Unis, ainsi qu'à l'échelle municipale pour façonner des ateliers pour optimiser justement l'expérience de l'utilisateur. Quand on parle de l'analytique des données et de l'IA, et je suis responsable des deux choses dans mon rôle, on se demande comment est-ce que les citoyens sont touchés par ces choses. L'invité spécial à un événement récent disait que les services qui sont fournis aux Américains sont entre 5 et 8 %. Donc, plutôt que d'utiliser les données et l'analytique des données tout seul, on essaie vraiment de déterminer quelle est l'expérience du citoyen, cartographier les causes et les effets pour cibler les problèmes qu'on essaie de résoudre. Et on voit
des développements très enthousiasmants. Par exemple, copilote. Dans le cadre de l'IA, qui sensibilise les leaders de plus en plus parce que les leaders se rendent compte des bénéfices au quotidien, par exemple l'enregistrement des réunions, l'organisation de leur calendrier. On peut maintenant parler avec les leaders de l'analytique des données. Parce qu'avant, quand on demandait aux leaders d'avoir un atelier de 2 jours sur la gouvernance des données, oubliez ça. Mais maintenant, on a une réelle conversation à ce sujet. C'est quelque chose qui m'emballe et je me réjouis à l'idée de participer au développement de l'année prochaine pour voir quand les données et l'IA vont être à la fine pointe du secteur public. Oui, c'est vrai que les choses sont en évolution rapide. Alors, vous dites qu'il y a énormément d'innovations qui se passent, c'est génial, mais peut-être que plus pourrait se faire si on utilisait plus les données pour comprendre ce que vivent les clients. Et vous avez dit que les analytiques sont utilisées par les entreprises et fonctionnent bien et tout cela permet d'élargir la conversation parce que au fur et à mesure, les gouvernements et les citoyens vont faire plus confiance à ces processus. Nous allons prendre des questions du public. Alors, réfléchissez à vos questions. Ensuite, notre prochain panéliste. Est-ce que vous pouvez nous donner des panélistes aux choses qui fonctionnent moins bien ou très bien? Oui, et je vais fournir un peu de contexte aussi. Moi, je travaille pour le programme de développement des Nations unies et je représente plus de 150 pays. Il y a 194 pays membres à l'ONU. Et on a notre façon de travailler avec les données à l'interne. Les gouvernements, nous avons constaté, qui réussissent bien, avons adopté une approche basée sur les principes quand il est question des données. Il y a chaîne en bloc, les satellites, toutes sortes de technologies qui sont en évolution extrêmement rapide. Donc, il est important de respecter des principes dans tout ce processus. Tous ces systèmes sont basés sur la reddition de comptes, la transparence et la confiance. Et quand vous respectez vos principes, vous gagnez la confiance des gens. C'est essentiel. Quand on voit les gouvernements qui réussissent, ce sont les gouvernements qui ne travaillent pas en silo. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul ministère qui va de l'avant avec les données. Et les gens sont au centre de leur politique. Beaucoup de gouvernements qui sont dans cette transformation se rendent compte qu'il y a 2,6 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées à Internet. Dans bien des pays, les gens ne peuvent pas se permettre de payer une connexion Internet. Alors, comment réunir tous ces gens qui n'ont pas accès à Internet? C'est une question sociétale. Comment est-ce qu'on peut inclure les sociétés marginalisées, les groupes vulnérables? Les gouvernements qui ont songé à ces questions et qui ont adopté une approche inclusive sont les gouvernements qui progressent. Merci. Alors, les principes de la reddition de comptes et de la confiance sont très importantes et une approche pan-gouvernementale. Et c'est très important quand vous avez mentionné le fait d'utiliser les données qui inspirent l'IA. Il faut que cette approche-là soit inclusive pour inclure tous les membres de la société afin que le gouvernement connaisse bien un portrait global de sa population. Et il y a un risque que les citoyens croient que nous ne faisons pas bien les choses à cet égard. Merci énormément à notre panel. Je vais maintenant céder la parole au public. Ce sont les meilleurs membres du public aujourd'hui parce que vous avez choisi de venir nous écouter. Nous avons 2 questions ici. La femme à la veste rouge et le monsieur assis à l'avant de la salle. Ensuite, je passerai au monsieur à gauche. Alors, les 2 premières questions ici. Bonjour. Merci d'avoir répondu aux questions tantôt. Voici ma question. Elle est au sujet de la promotion de la participation.
de l'encouragement de la participation. Lorsqu'on essaie de façonner des programmes ciblés, par exemple pour les personnes noires, il existe des difficultés à encourager les gens à s'auto-identifier. Comment pouvons-nous encourager les gens à participer? Alors là, on touche au sujet de la confiance. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de cela? Je crois que la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les données sont précises? Et on revient aussi à la question de l'inclusivité. Qui est-ce qui voudrait répondre à cette question? Melvin. Oui, j'aimerais bien répondre. Et la question est très importante. Si la donnée n'est pas précise ou si les données n'ont pas été recueillies de façon transparente ou de façon où les participants avaient consenti, cela veut dire que la valeur des données diminue. La raison pour notre conversation sur le partage des données, c'est que les gens ont bien compris que ce n'est pas toujours très sage de partager des données, que ce soit des individus ou des entreprises qui partagent les données, puisqu'on ne connaît pas l'utilisation qui sera faite de ces données-là. Pour ce qui est de la défense et de l'attaque des données, on sait que le partage de données peut être très dangereux. Beaucoup de mes clients et de mes partenaires s'intéressent beaucoup plus à s'assurer qu'ils ne se trouveront pas en prison s'ils partagent des données qui n'avaient pas été partagées de façon volontaire à la base. Moi, je me suis mariée avec une fille canadienne. Et toute ma famille est canadienne. En fait, elle était étudiante à l'Université d'Ottawa. Et à bien des égards, les Canadiens tiennent pour acquis le fait qu'il existe des lois sur la protection de la vie privée et la protection des données pour gouverner la façon dont le gouvernement partage des données. Si moi, je voulais partager mes recherches sur le traitement du cancer du sein, il y a très peu de choses que je peux faire si un autre chercheur va voir un hôpital, un médecin, et achète mes données pour l'utiliser, au lieu de moi qui aurais autrement le pouvoir de partager mes données à mon gré. Donc, votre question traitait de la façon dont on peut encourager les gens à partager leurs données. Et la réponse, c'est la transparence. Il faut être ouvert et raconter aux gens, voici comment je vais utiliser vos données et avec qui je vais partager vos données ou pas. Parce que la confiance qui a été mentionnée par mon collègue onusien est primordiale pour les solutions des données. S'il n'y a pas de confiance, vous avez donc un portail que personne n'utilise, où vous avez des systèmes pour gérer les utilisateurs des sites Web qui n'a pas d'utilisateurs à gérer puisque personne n'utilise ces sites Web-là. La transparence est vitale pour encourager les gens à partager leurs données avec le gouvernement. Le gouvernement aurait intérêt à communiquer la façon très sécuritaire qui sera utilisée pour partager les données. Gabriel, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Oui, merci beaucoup. Oui, on a besoin des données des gens, mais Dr. Greer a proposé un autre point de vue et je suis d'accord. Il faut que les gens comprennent que la représentation compte pour voir les lacunes. Dans notre espace, on a fait du travail et on a un inventoire de nos différents actifs de données. Nous avons des métriques là-dessus. Alors, on comprend l'ouverture et le classement et la qualité des données. Et si nous trouvons des lacunes, par exemple, la représentation de certains groupes démographiques, cela veut dire pour nous que nous devons
sensibiliser davantage. Donc, dire aux gens, si vous n'êtes pas reflété dans les données ne seront pas précises. Et on essaie que cela va créer un élan pour encourager les gens à participer et à s'auto-identifier et partager leurs données. Melvin a mentionné que les gens doivent comprendre qu'ils peuvent faire confiance au gouvernement. Et pour cela, il faut savoir ce que fait le gouvernement de leurs données et pourquoi. Il y a 3 ou 4 questions du public. Et il y a aussi une séance durant la pause dîner sur la diversité et les données. Alors, j'invite tout le monde à aller écouter cette séance durant la pause dîner. Est-ce que vous voulez répondre rapidement avant la prochaine question? Oui. Je tenais à dire qu'il est important de façonner vos systèmes, non pas pour les gens, mais avec les gens, pour que ces groupes marginalisés soient reflétés dans le cycle en général. C'est la seule façon d'éviter les angles morts pour ce qui est des données. Merci. Le monsieur à l'avant, ensuite 2 questions par ici. Le monsieur à l'avant, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je suis ici, la République de l'Afrique du Sud, du ministère de la Technologie. Je veux parler de l'info nuagique. Quels sont vos avis sur l'approche de l'info nuagique possédée par le gouvernement, surtout pour les données critiques des citoyens? Est-ce que l'approche devrait être l'approche de l'info nuagique publique? Et si oui, pouvez-vous nous parler de l'enjeu de la souveraineté des données? Est-ce qu'il est important, ou plutôt, pouvez-vous parler surtout des données des citoyens? Merci beaucoup. Si j'ai bien compris la question, vous voulez qu'on parle des utilisations des données des citoyens si vous êtes en partenariat avec l'info nuagique, un fournisseur d'info nuagique, ou quelles sont les implications selon l'approche adoptée? C'était bien votre question? Oui. Alors, qui est-ce qui aimerait répondre à la question? Oui, Ima. Dans le contexte du secteur public canadien, nous avons des règles très strictes sur l'utilisation pour les services infonuagiques. Par exemple, on considère la souveraineté des données et les considérations en matière de sécurité. Par exemple, nous avons migré des données au nuage, mais en respectant les considérations clés de cybersécurité. Voici une chose importante que j'ai appris. Parce que c'était vraiment un grand travail de commencer à utiliser l'info nuagique. Les gens doivent comprendre la mentalité d'abord. Et pour moi, le plus grand défi, c'était de faire un virage de perspective sur la façon dont les gens travaillaient. Les gens doivent aussi comprendre les obstacles de l'info nuagique par rapport aux obstacles de travailler sur papier. Dans le contexte où je travaillais, les règles sont très bien définies par le Conseil du secrétariat, le secrétariat du Conseil du Trésor, entre autres. Alors, je vous invite à les consulter. Plusieurs de ces textes sont disponibles publiquement et vous pouvez les lire et voir comment le Canada approche cet enjeu. Selon le pays, certains citoyens font plus de confiance au gouvernement pour garder leurs données. Et dans d'autres pays, les gens ont plus de confiance au secteur privé, donc les fournisseurs de services infonuagiques. À mon avis, le plus important, c'est qu'il y a une confluence de la cybersécurité, de l'IA et du partage de données par les services infonuagiques. Donc, on voit ces services partagés, utilisés par les gouvernements, et il faut s'assurer qu'il y a une communication constante.
il est important aussi d'identifier les zones de risque. Donc, si je partage mes données, c'est très beau et bien, mais il faut une solution de l'IA qui pourrait me permettre, ou plutôt s'il y a une façon de voler ces données-là, qui arrive au même niveau de technologie que l'endroit où j'entrepose les données, il faut que je fasse très attention pour empêcher l'entreposage des données d'être compromise. Merci. Il nous reste 3 questions. Il y a un monsieur là-bas. Merci beaucoup. Plus tôt, les panélistes parlaient du fait que la protection de la vie privée et la sécurité ne sont pas l'ennemi de l'innovation. Je suis de tout cœur d'accord. Mais malheureusement, j'ai très fréquemment vu des policiers de sécurité et de protection de la vie privée qui sont très mal rédigés. Et c'est ces mauvais plans qui sont l'ennemi de l'innovation, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut optimiser nos plans et nos politiques de sécurité pour favoriser l'innovation au lieu de mettre à mal l'innovation? Excellente question. Merci. Moi, je travaille au sein d'une organisation des forces de l'ordre aux États-Unis. Et les forces de l'ordre se concentrent complètement sur le fait d'attraper les acteurs de crime, les auteurs de crimes. Alors, il faut quand même suivre les lois qui garantissent une protection de la vie privée quand on attrape des criminels. Exemple très rapide, quand j'ai commencé à travailler au FBI, le bureau à côté du mien était le bureau d'un autre expert en technologie. Mais après que cette personne-là est partie, c'était l'avocat en chef qui a commencé à utiliser ce bureau-là. Et je commençais à craindre qu'il y avait des microphones ou des caméras cachées dans mon bureau. Mais plus tard, je me suis rendu compte que cette personne-là avait la tâche de me protéger en créant des solutions technologiques qui pourraient mettre à mal la Constitution américaine, qui empêcherait notre capacité d'être non seulement une agence des forces de l'ordre, mais aussi de permettre le respect de la règle de droit. Plus tôt, j'ai mentionné la transparence. Quand on est transparent, c'est un incitatif pour la participation des professionnels de la sécurité à participer au développement des solutions. Et pour encourager les gens qui développent les solutions de combler les lacunes de sécurité dans la création d'applications. La sécurité ne doit pas être une considération après le fait. Il faut y penser dès le début pour pouvoir innover plus rapidement. On ne veut pas avoir de dette technologique. On veut avoir des systèmes auxquels on fait confiance. Merci beaucoup. Souvent, ce que moi je vois, c'est que les gens croient que la protection de la vie privée, la sécurité, etc., ralentissent l'innovation. Et donc, ils vont considérer ces éléments-là à la fin d'un processus. Mais c'est une erreur grave. À EDSI, en bâtissant nos programmes de données, on travaille de concert avec nos experts en sécurité pour pouvoir avancer plus vite. Parce que comme ça, on va éviter de découvrir en bout de ligne que, en fait, oh, telle chose n'est pas possible avec l'info nuagique. Nous avons donc une mentalité horizontale, à savoir, c'est-à-dire on ne travaille pas en vase clos, les experts en données vont parler avec les experts juridiques et ainsi de suite. Je crois qu'il nous reste le temps pour une question de plus.
La madame ici, je vous invite à venir au micro. Ce serait génial. Sinon, on va devoir attendre à une autre séance. Bonjour, Heidi, je viens de l'École canadienne de la fonction publique. Et j'ai bien aimé vos commentaires sur la confiance. Est-ce que vous pourriez fournir plus de détails et parler en particulier des communautés où il y a moins de confiance et où nous voyons un besoin vraiment d'encourager les gens à s'auto-identifier de façon libre? Ce qui revient à ma question principale, l'intendance des données versus la propriété des données. Nous ne sommes pas véritablement des propriétaires des données. Donc, à quel moment est-ce qu'on rend les données qu'on a recueillies? On ne développe pas nécessairement des programmes pour recueillir le plus de données que possible au cas où on aurait besoin de les utiliser. Non, on recueille les données qui sont nécessaires et on permet aux citoyens d'avoir un certain contrôle sur leurs données. Nous avons seulement 2 minutes, donc je vais résumer la question. Est-ce que vous avez d'autres idées sur la confiance, comment construire la confiance entre le gouvernement et les citoyens pour qu'on puisse arriver au point où ils veulent bien partager leurs données? Mais on aimerait aussi savoir quelle est votre opinion sur les gouvernements en tant qu'intendant des données plutôt que propriétaire des données. Alors, si vous voulez bien tous répondre rapidement. Je le dis souvent, les données prennent du temps. Nous sous-estimons combien de temps il faut pour investir dans les données. Les gens sont curieux par la technologie, veulent mettre en place les solutions, avoir des réussites rapides, mais il faut prendre du temps pour développer les outils, mais pour développer la confiance, il faut encore plus de temps. C'est quelque chose qui a été dit par d'autres panélistes ici, mais je le répète, nous devons travailler avec l'entreprise, le client, le citoyen, quiconque, pour comprendre et pour démontrer, par exemple, dans mon cas, le service qu'on essaie de construire. Alors, si on peut démontrer les résultats, on peut démontrer à quel point ça répond à des besoins pour qu'on puisse construire cette confiance. Mais il faut du temps, il faut de la communication. Et parlons maintenant de l'intendance. Nous sommes une agence d'environ 6 000 employés et on m'a déjà demandé combien d'intendants des données avez-vous et nous, on en a pour chacun de nos propriétés de données et la réponse pour nous, c'est tout le monde. Tout le monde est responsable des données qui sont générées et qui appartiennent à l'agence. Alors, il donne le contexte, la compréhension, les connaissances qui sont nécessaires pour gérer ces informations au fil du temps. Il nous reste 1 minute et 4 commentaires. Allez-y. D'avoir des réglementations, des politiques en place, c'est quelque chose qui nous aide à construire la confiance. Dans certains pays, ils ont des conseils de gouvernance des données. Le gouvernement actuel pourrait bien avoir des bonnes intentions, mais qu'est-ce qui nous garantit que le gouvernement qui suivra aura aussi des bonnes intentions? Alors, pour composer, atténuer ces risques, on veut avoir des conseils de gestion des données. Quand ces systèmes de services publics sont créés, eh bien, on peut le faire en partenariat avec les citoyens parce qu'ils se sentiront impliqués dans les projets. On a parlé de la confiance via la transparence. Pour créer cette confiance avec les citoyens, c'est en démontrant les résultats et en faisant des citoyens des parties prenantes des données. Par exemple, la ville d'Edmonton, ils ont fait un excellent travail pour offrir beaucoup de données au public et de permettre au public d'utiliser des outils analytiques pour qu'ils puissent analyser les tendances dans les données. Ça, c'est quelque chose qui génère de la confiance. Ils peuvent comprendre que les données sont recueillies pour le bien commun. Alors, ce sont des choses que nous pouvons aider les sociétés à faire pour démontrer comment elles vont utiliser les données pour aider les citoyens pour qu'ils deviennent des réelles parties prenantes.
Adrienne, avez-vous quelque chose à rajouter? Si vous recueillez ces données et vous faites toutes sortes de choses avec sans améliorer le sort des citoyens, eh bien, vous allez perdre la confiance. Alors, les populations vulnérables, l'auto-identification, etc. Si en bout de ligne, il n'y a aucun changement pour ces personnes, elles ont toujours des personnes à risque et vulnérables et vous n'allez jamais avoir leur confiance. Alors, il faut utiliser les données pour le bien, pour améliorer leur sort. Et c'est ainsi qu'ils vont avoir la confiance. Les données ne sont pas neutres. Il y a du contexte. Soyez-en conscients et traitez les données avec discernement. Oui, merci beaucoup. Veuillez applaudir chaleureusement notre excellent panel. Merci beaucoup à tous dans l'assistance pour vos excellentes questions. Il reste 2 sessions qui suivront parfaitement. Alors, je vais vous retrouver à l'autre séance. Et ici, il y aura une séance sur la souveraineté des données autochtones. Alors, on vous retrouve dans quelques instants. Tanium, the industry's only provider of converged endpoint management, or XEM, protects public sector organizations from cyber threats by integrating IT, compliance, security, and risk into a single platform that delivers comprehensive visibility across devices with a unified set of controls and a common taxonomy built on trust for a single shared purpose: to protect critical information and infrastructure at scale. Chaque endpoint est essentiel au soutien des opérations gouvernementales et à la prestation de programmes et de services publics aux Canadiens et Canadiennes. Federal, provincial, and municipal governments, K-12 school districts, higher educational institutions, and other public sector organizations around the world trust Tanium to protect people, defend data, secure systems, and see and control every endpoint, team, and workflow everywhere. Tanium has ensured that we can meet the Canadian Centre for Cybersecurity criteria to store and manage protected B data in the cloud from data centers located in Canada. Tanium s'engage à fournir des données de haute fidélité en temps réel, à grande vitesse et à grande échelle afin que le peuple canadien puisse être plus en sécurité. For public sector organizations, that's the power of certainty.
Tanium, the industry's only provider of converged endpoint management, or XEM, protects public sector organizations from cyber threats by integrating IT, compliance, security, and risk into a single platform that delivers comprehensive visibility across devices with a unified set of controls and a common taxonomy built on trust for a single shared purpose: to protect critical information and infrastructure at scale. Chaque endpoint est essentiel au soutien des opérations gouvernementales et à la prestation de programmes et de services publics aux Canadiens et Canadiennes. Federal, provincial, and municipal governments, K through 12 school districts, higher educational institutions, and other public sector organizations around the world trust Tanium to protect people, defend data, secure systems, and see and control every endpoint, team, and workflow everywhere. Tanium has ensured that we can meet the Canadian Centre for Cybersecurity criteria to store and manage protected B data in the cloud from data centers located in Canada. Tanium s'engage à fournir des données de haute fidélité en temps réel, à grande vitesse et à grande échelle afin que le peuple canadien puisse être plus en sécurité. For public sector organizations, that's the power of certainty. Welcome, everybody. Welcome to our panel on Indigenous. Bienvenue à notre panel sur la souveraineté des données autochtones du conceptionnel à l'action. Je suis de l'Université de Waterloo. Je serai l'animateur de cette séance. Comme vous le savez, le Canada a fait des engagements à la souveraineté des données sur les personnes, les peuples autochtones. Et M. Burke en a parlé dans sa première locution ce matin. Il faut naviguer des enjeux complexes, incluant la complexité des données et la complexité des peuples autochtones et leurs enjeux partout au Canada. Nous avons des panélistes aujourd'hui qui sont au centre de cette conversation au Canada. Vous avez leur bio dans le programme, alors je vais vous les présenter rapidement maintenant. Nous avons Chris Penny, qui est directeur du Centre de la statistique et des partenariats autochtones et championnat des employés autochtones à Statistique Canada. Éric Guimont, il est dirigeant principal des données et directeur général, Direction générale de la recherche stratégique et de l'innovation en matière de données au Service autochtone Canada, et Jonathan Dewar, directeur général, Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations Canada. Alors, je suis certain que vous avez des questions pour eux, mais je vais lancer le bal avec une question générale pour chacun de nos panélistes. Je vais vous demander d'abord de donner votre point de vue. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la souveraineté des données autochtones et pourquoi c'est important pour les peuples autochtones et pour le gouvernement? Je vais demander à Éric de répondre d'abord. Merci, Martin. Je vais répondre avec une anecdote personnelle. Je ne suis pas autochtone, Première Nation, Inuit ou Métis, mais je suis mariée à une femme des Premières Nations. Elle a eu des enfants avant qu'on se rencontre avec une personne non autochtone. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la loi sur les Indiens au Canada qui définit, c'est une loi très coloniale qui détermine qui est autochtone et qui détermine comment on transmet le statut légal de génération en génération. Alors, ma mère avait son statut plein et là, elle a eu ses enfants avec un non-autochtone. Donc, ces enfants ont une capacité limitée de transférer ce statut d'Indien à leurs enfants. Ma femme a une fille que je considère ma propre fille et elle a eu un fils. Alors, c'est son petit-fils et mon petit-fils, mais en vertu de la loi, il n'est pas autochtone. Et donc, il ne figure pas à la base de données des Indiens qui recueille les données démographiques de base sur les Premières Nations au Canada. Alors, son petit-fils, mon petit-fils, ne fait pas partie de l'histoire officielle parce qu'il n'est pas une Première Nation. J'ai déjà demandé à la personne qui
avait une discussion avec moi et j'étais à l'opposé de la conversation et je lui ai dit, je t'invite à mettre au défi grand-mère de décrire en quoi son petit-fils n'est pas autochtone. Et c'est à ce moment-là où cette conversation est devenue bien réelle pour moi en raison des expériences bien personnelles. Mais je vais laisser mes réponses technocratiques, bureaucratiques pour les prochaines questions. Merci d'avoir partagé cette histoire, Éric. Moi, je suis ici pour représenter une organisation nationale autochtone. Alors, je ne représente pas les Premières Nations directement, ni une tribu en particulier, un clan en particulier, mais nous travaillons depuis plusieurs années. Depuis 15 années, nous sommes cette organisation nationale. Nous avons fait du travail qui travaille vers cet objectif. On fait de la vigie nationale, des études qui découlent du travail qu'on a fait dans les 26 dernières années et d'autres travail qui est plus général, qui touche à toutes les questions liées à la souveraineté des données autochtones. Et depuis quelques années, nous faisons avancer une stratégie de gouvernance des données autochtones en partenariat avec le gouvernement du Canada et d'autres institutions canadiennes comme Statistique Canada. Cela étant dit, je représente les intérêts des Premières Nations dans le travail qu'on nous a confié et nous devons aussi reconnaître et faire de la place pour les collègues inuits et métis. Nous partageons beaucoup de similitudes, mais de façon réaliste, nous pouvons prendre ce terme souveraineté des données autochtones et le décortiquer pour parler de la souveraineté en général et de reconnaître que dans le lexique contemporain, la souveraineté des données autochtones a beaucoup de poids en raison du travail qui s'est fait à l'international avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui est maintenant devenue loi au Canada. Alors, la souveraineté des données autochtones, c'est un terme très important, mais à l'extérieur du Canada, je vous inviterai à éviter ce terme et dire qu'on parle des Premières Nations et des visions du monde distinctes qui appartiennent aux Premières Nations. Oui, elles acceptent de travailler ensemble de toutes sortes de façons. C'est vrai pour les Inuits et pour les Métis aussi, mais quand on parle de la souveraineté des données des Premières Nations, c'est les Premières Nations qui ils veulent avoir la souveraineté. Au Canada, on parle de nation à nation, mais c'est une question qui se pose toujours quant à la souveraineté des Premières Nations. Et la souveraineté des données, c'est une expression de la souveraineté des Premières Nations. Alors, quand les personnes des Premières Nations ou quand les Premières Nations se retrouvent soit au niveau communautaire, national ou à des collectifs de nations d'un océan à l'autre, on se trouve dans une situation où cette collection collective, cette nation a des droits collectifs sur toutes les données. On peut aussi parler de collectif national. On fait un travail à l'échelle nationale. Et ce que ça signifie, c'est que on a cette souveraineté sur toutes les informations au nom des droits collectifs de la nation ou des nations. Merci pour cette mise en contexte. Chris, de votre point de vue à Statistique Canada. Merci beaucoup. Je veux d'abord reconnaître l'histoire d'Éric qui ressemble beaucoup à la mienne. Moi, je ne suis pas autochtone ou Première Nation et je pense à mes enfants qui ne bénéficient pas de ce land claim et de ses effets sur les peuples partout au Canada. C'est un point important à faire. Alors, si on revient de la perspective sur la souveraineté des données, je ne peux pas définir la souveraineté des données, sauf pour vous dire qu'on reconnaît que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination, incluant le droit d'autogouvernance, et ça inclut la gouvernance des données. Nous savons que ceux qui travaillent dans ce domaine
travaille dans un domaine très complexe. Il y a beaucoup de compétences, de droits de traité, d'autres droits constitutionnels. Et donc, les données font partie de cette conversation. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est déclaré clairement. Quand on parle des données, c'est aussi important que de parler des autres aspects liés à l'autodétermination. Merci beaucoup. Aux gens du public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et vous pouvez la secouer violemment pour que je puisse la voir et on vous apportera un micro. Alors, pendant qu'elle marche pour vous retrouver, je vais poser une autre question à Chris. J'aimerais savoir quelles sont les choses les plus importantes. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses sur les enjeux liés aux données en général. On a parlé de la gestion, de la cueillette de données, du partage des données, parfois correctement, d'autres moins. Quand il est question des gouvernements, des données du gouvernement et des droits des peuples autochtones, quelles sont les choses à considérer qui sont particulièrement importantes? De mon point de vue et du point de vue de Statistique Canada, une des choses à considérer, c'est la complexité des compétences dont je vous ai parlé il y a un instant. Il y a 10 provinces, 3 territoires, il y a des gouvernements municipaux, il y a des services et des politiques qui affectent les Premières Nations, les Métis et les Inuits de façon différente d'un océan à l'autre. Ces communautés génèrent des données. Il y a aussi le travail de Statistique Canada aussi qui se fait, mais les gouvernements provinciaux, territoriaux et leurs agences statistiques aussi. Il y a tellement de données, il y a tellement de parties prenantes dans ces conversations que de comprendre toutes ces relations, c'est très difficile, mais c'est essentiel quand on parle des partenaires, quand on parle à nos partenaires des Premières Nations Métis et Inuits. C'est important de les mettre au centre de ces conversations, mais il y a aussi d'autres acteurs dans ces conversations selon les situations. Jonathan, je sais que votre organisation est chef de file dans ce domaine. Alors, quelles sont les considérations par rapport aux données et des peuples autochtones dont il faudrait tenir compte? Eh bien, c'est effectivement très complexe. L'histoire de notre organisation avait d'abord une cour très petite. On a mené l'élaboration d'un sondage sur la santé nationale pour les personnes autochtones. Et il y a un troisième sondage qui sera lancé sur le bien-être des enfants et des familles. Et ce travail est essentiel. Nous avons fait ce travail dans un esprit de souveraineté des données depuis près de 30 ans. Et on l'a fait sans les progrès plus concrets qu'on a vus dans les dernières 10 années et certainement dans les dernières quelques années. Nous avons des cadres qui nous permettent de nous assurer que les Premières Nations peuvent avoir cette souveraineté des données. On a une stratégie nationale sur la souveraineté des données qui a été financée par le budget fédéral 2021 pour commencer la mise en œuvre de la phase 1 de cette stratégie, et c'est d'appliquer des ressources dans chacune des 10 régions qui ne concordent pas nécessairement avec les 10 provinces et les 3 territoires, qui tient compte des territoires et de l'eau. Alors, nous, on cherche à mettre des ressources dans les 10 régions. C'est notre région, c'est le contexte dans lequel nous travaillons pour nous assurer qu'il y a la capacité humaine, financière et technique pour avoir des conversations nécessaires sur comment les Premières Nations peuvent arriver à une souveraineté des données dans leur région, comment créer leurs propres institutions. Ça pourrait être une institution des services statistiques partagés. Et ces institutions créeraient un réseau qui ferait un travail à l'échelle nationale. Alors, nous avons cette croissance constante vers les idées qui ont été mises de l'avant par les premières années depuis des années. On a un soutien à des niveaux variés de nos partenaires fédérales, provinciaux et territoriaux. Et il y a toutes sortes de choses à venir aussi. Mais rapidement, j'aimerais vous parler de la complexité des choses. Plus tôt, je vous ai parlé des droits collectifs des Premières Nations à obtenir toutes les informations qui les identifient. C'est encore
plus complexe que ça. En fait, on m'a déjà un peu disciplinée pour parler de cette question de façon trop simple, mais on parle des terres et des eaux aussi. Alors, quand on parle de cette idée des informations qui identifient les Premières Nations, c'est le droit collectif des Premières Nations de contrôler, de détenir ces informations. Mais les territoires et les eaux qui sont des territoires traditionnels identifient nécessairement les Premières Nations. Si vous ouvrez les yeux, vous savez automatiquement que ça identifie les Premières Nations en question. Alors, c'est leur droit de détenir et de contrôler toutes les informations qui impliquent les Premières Nations. Donc, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement vaste. Vous et Chris, vous avez parlé de la complexité de la question. Eric, vous êtes un peu au milieu de cette complexité. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux complexités spécifiques pour les Premières Nations et les peuples autochtones? Mais je peux vous en mettre une autre en lumière, en fait. Il y a la complexité de la famille à laquelle j'appartiens, la famille fédérale. Jonathan a parlé du travail qu'il fait, de la création des institutions. Je le dis de façon brève, mais cette institution ne travaillera pas en vase clos. Elle voudra avoir des relations avec le fédéral, avec Statistique Canada et avec d'autres provinces. Alors, moi, où je siège à Service autochtone Canada, il est important de changer la culture de l'organisation qui, depuis longtemps, cherchait à accumuler des données, de détenir, de contrôler, de posséder ces données. Et là, on deviendra une organisation qui va dans l'autre direction. Mais la loi de Service autochtone Canada dit qu'on devrait travailler vers un transfert des services. Donc, tous les programmes et les services vont être transférés aux Premières Nations, les Inuits et les Métis. Évidemment, il y aura une composante des données énorme dans cet exercice. Alors, on veut se défaire des données. Alors, il y a énormément de travail à faire au sein du ministère, mais d'autres ministères aussi ont beaucoup de travail à faire, surtout ceux qui ont beaucoup de données. Et la façon que nous allons le faire, c'est que nous voulons établir des protocoles de partage des données, des guides d'établissement de structures de gouvernance adéquates. On veut explorer des façons de gérer ces données. J'écoutais les autres présentateurs, les autres panels, et j'écoutais un peu de façon passive, mais il semble qu'on parle beaucoup de gouvernance, mais souvent, c'est une question de communication. Nous allons communiquer ce que nous faisons. Moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle d'être assis à la table avec Jonathan pour qu'on discute de comment on peut gérer les données, qu'est-ce qui est bien dans les données, qu'est-ce qui est moins bien, comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va la partager. On en discute ensemble, donc on gouverne ensemble jusqu'au moment où nous, on sort du portrait en tant que ministère parce que les services ont été pleinement transférés ainsi que les données. Mais de sorte à ce que Jonathan et d'autres services peuvent reprendre le flambeau de ces données. Alors, on veut changer nos façons de penser. On a 150 ans d'accumulation de données qui doivent être réorientées. Alors, vous parlez d'un changement de paradigme. Oui. Merci pour votre patience. Pouvez-vous commencer en vous présentant? Inaudible pour l'interprète. Le microphone n'est pas allumé. Je suis Jonathan Dench. Je viens de OSFI. J'ai le portefeuille financier. Merci beaucoup de bien vouloir partager sur ces questions de souveraineté des données. Et j'entends des choses encourageantes par rapport à ce transfert de la détention des données. C'est bien beau, mais l'interopérabilité des données est nécessaire pour que la donnée soit utile. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes ces institutions n'aient pas à organiser individuellement et gérer
individuellement les ententes de partage de données avec chacun des ministères du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le gouvernement du Canada a une approche fonctionnelle qui assure une interopérabilité générale des données? Quand mon organisation regarde ces données souveraines, est-ce que c'est facile pour moi de voir qu'il s'agit de données qui sont nécessaires aussi pour d'autres ministères? Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est fait pour être utile sans mettre un fardeau de souveraineté des données sur les autres? Alors, ce que j'entends, c'est que d'une part, vous avez un besoin de données et de l'interopérabilité des données, des normes, d'une harmonisation, que ce soit utilisable pour tout le monde et que ce soit fait à l'échelle de plusieurs agences, ministères, gouvernements, etc. Et comme l'a dit Jonathan, il y a tout un éventail d'organisations des Premières Nations métisses et Inuits qui ont des capacités, des intérêts différents. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un cadre qui permet une souveraineté des données réelle dans ce contexte? Chris, voulez-vous parler d'abord? Oui, je peux partager mon point de vue à Statistique Canada. Je peux vous dire que les normes sont très importantes pour nous. C'est quelque chose qui est souvent dit. Et moi, je vous dirais qu'il y a deux choses que Statistique Canada produit. Un, c'est des données ou des statistiques. Et deux, c'est des normes. Ces normes sont utilisées à l'échelle nationale. C'est sûr que c'est au sein de Statistique Canada. Donc, on ne peut pas dire que nous produisons les données, tout le monde peut utiliser comme on les crée. Nous avons des partenariats partout au Canada. J'ai eu une conversation avec des collègues dans un gouvernement provincial qui voulaient mettre en place des normes pour leur travail à l'interne. Et eux aussi veulent que les normes concordent, mais ils ne sont pas nécessairement là pour recevoir ce que crée Statistique Canada. Alors voilà un exemple du besoin de créer ces statistiques ensemble avec des normes. Peut-être que les données sont différentes, répondent à des besoins différents et peut-être que ce n'est pas nécessairement mal si les données ne concordent pas. Alors, nous avons parlé du besoin de la normalisation avec nos partenaires autochtones. C'est sûr qu'il faut avoir les données, mais ces conversations-là aussi, il faut les avoir par rapport aux données. Alors, c'est quelque chose qui est déjà sur votre radar. Oui, c'est exact. Alors, mes excuses, je ne vous vois pas. Les lumières sont tellement brillantes. Vous êtes des ombres dans l'assistance, mais je sais que la question venait de là-bas. Alors, nous, notre stratégie de 2020 qui est disponible sur notre site Web a comme principe clé l'interopérabilité. On a aussi pensé que les Premières Nations sont rendues au stade où ils vont créer des bases de données en fonction de leurs besoins. J'ai participé à un groupe consultatif où j'ai souvent dit le Canada, et quand je dis Canada, je parle de tous les éléments qui y participent. Le Canada a un système qui est brisé, mais le Canada a la responsabilité de le réparer pour tout le monde, et ça inclut les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Mais c'est un message qu'il faut continuer à livrer. Le Canada doit faire le ménage, doit réparer les choses qui ont été mal faites ou qui ont été brisées au fil des années. Et ça inclut des promesses, des faux départs, des projets qui ont mené à rien. C'est un commentaire beaucoup plus fort que j'ai l'habitude de faire. On essaie d'être moins politique, mais je parle d'un point de vue strictement technique. Le Canada a du ménage à faire de son côté. De notre côté, au niveau des Premières Nations, c'est que nous allons créer des institutions qui... laissez-moi vous donner un exemple. Il y aura un régime de gouvernance des données créé par les Premières Nations qui aura une institution faite à leur image, gérée par eux, mais on s'est déjà regroupé pour parler, s'entendre sur ces principes et l'interopérabilité fait partie de ces principes. Alors, nous allons créer quelque chose qui tiendra compte de l'interopérabilité. C'est quelque chose qui pourra se faire à tous les niveaux.
Nous ne pouvons pas créer 10 institutions régionales qui n'ont pas la capacité de travailler ensemble en fonction des principes qui ont été établis, dont fait partie l'interopérabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on a la capacité de créer une interopérabilité avec toutes les facettes du fédéral, des provinciales et de tous les autres groupes? Non, pas encore. Alors, nous attendons à ce que le Canada fasse sa part aussi pour faire le ménage là-dedans. Merci pour ce franc-parler. Je suis certain que l'assistance l'apprécie. Jonathan, Je suis d'accord avec Jonathan. Je disais justement qu'il faut faire un peu de ménage chez soi d'abord. Nous nous rejoignons donc dans les idées. Je vous remercie de votre question. Excellente. Du reste, je ne vois pas très bien sous les feux de la rampe. Vous m'en excuserez. Pour ce qui est des données autochtones ou la souveraineté des données autochtones, nous l'abordons souvent du point de vue de la technologie. Je dois dire que dans d'autres postes que j'ai occupés, c'est en fait problématique. Il faut d'abord commencer par la gouvernance. Jonathan a fait référence au travail qu'il fait en matière de gouvernance. Il nous faut en faire autant à l'interne. Je travaille étroitement avec ICA pour améliorer la gouvernance. Ensuite, il nous faut établir une relation avec ces centres, etc. On le fera. Encore là, c'est la question de la gouvernance qu'il faut vider. Ce qui est lorsque ce sera bien établi, on pourra s'en prendre à la technique. Trop souvent, j'assiste à des réunions où on parle de souveraineté des données autochtones et tout est abordé avec la lunette de télétechnique. Et pourtant, on ne parle pas des gens, des droits, des politiciens, des prestataires de services et de programmes. C'est une conversation plus complète et c'est pour ça que je dis qu'il nous faut repenser notre façon de faire. Il ne faut pas simplement accumuler. Il faut, je pense, élargir la discussion. Il faut mettre de l'ordre dans nos propres affaires pour éviter de refaire les erreurs du passé. Ce que l'on veut, ce sont de bonnes données. On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer, j'aime bien le dire à qui veut l'entendre. Et ce que l'on veut, ultimement, c'est veiller au bien-être des collectivités autochtones. Et les données, c'est important, oui, bien sûr. Et la gouvernance aussi, mais on veut une gouvernance digne de ce nom. On ne veut pas une conversation en technicien, une technicien en parallèle, et peu importe le sujet du jour, qu'il s'agisse du transfert de services ou de l'autodétermination. Madame, vous avez une question? Oui, merci. Heidi, de l'École de la fonction publique. Et Eric a soulevé la question de la technologie, justement, et j'ai entendu les mentions faites des terres ancestrales. Alors, quelle est la nuance entre l'information sur les données et le savoir? On parle de données en termes de structure, c'est-à-dire des ensembles de données. Il n'y a personne de mieux placé que le gouvernement pour créer un autre cadre de travail ou de référence. Alors, je suis curieuse. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté des données autochtones? Il y a le matériel, il y a ce qui se trouve dans les musées. Mais étant donné les conversations qui ont cours sont centrées sur la technologie, on oublie tout le reste. Je ne sais pas si vous comprenez ce à quoi je veux en venir. Non, non, je vous entends. Et ce que j'entends, c'est la question suivante. Les données, c'est quoi? Les données autochtones, c'est quoi?
Et la souveraineté des données autochtones, c'est quoi? Bon, l'information sur les terres, les cours d'eau, sans doute l'air. Et ce que vous laissez entendre, c'est... Je commence sans cesse par Chris, je suis navrée, mais y avez-vous réfléchi? Absolument. Puisque je travaille à Statistique Canada, oui, absolument. C'est quelque chose qui me préoccupe, je ne vous le cache pas. Et mon mandat, si vous voulez, ou le mandat de mon organisme, eh bien, c'est de colliger des données à des fins statistiques. Soyons clairs. Il y a des données géométriques et le reste, bien sûr. Mais il y a d'autres données qui devraient être prises en compte sans vous en faire une lecture intégrale de la Déclaration des Nations unies sur les droits autochtones. Bon, il y a l'histoire, la langue, les médecines, le transfert traditionnel des connaissances. Les données se manifestent sous différentes façons et elles sont toutes importantes. Mais il y a aussi à envisager un autre ensemble de données, les données générées par les programmes et les services qui sont assurés. Ils sont assurés afin de ministrer le programme pour que ce programme soit bien administré. Par exemple, gérer les dossiers médicaux. On ne verrait pas cette information, mais nous, Statistique Canada, on travaille à partir des données, des agrégats de données. Et on utilise ces données à d'autres fins, sous une autre manifestation. C'est un autre volet, mais ce n'est pas de la compétence de Statistique Canada. Merci. Éric, je sais que vous avez mené des recherches archivales et vous avez parlé des frontières des données. Mais je pense que Marty a dit ce qu'il y avait à dire. Si vous m'auriez posé cette question il y a de nombreuses années, je vous aurais répondu, voici ce que j'en pense, c'est que ça aurait été une perspective assez étroite. Mais pour avoir eu l'occasion de travailler à l'élaboration d'une entente pour ce qui est des pensionnats indiens, et la doctrine de divulgation, j'ai beaucoup appris sur l'importance des archives. Et ma grand-mère, je parle beaucoup d'elle, elle est à la tête d'un groupe qui se préoccupe du transfert de l'accès aux archives de la part des collectivités autochtones, des organismes autochtones, à des fins de langue et de culture, justement, les traités originaux, les signatures de ces traités, tout ça a beaucoup de sens pour les Autochtones. Ce n'est pas simplement un chiffrier Excel. Jonathan, je sais que votre organisme collige des données sur la santé et le social. Vous avez sans doute réfléchi à la question. Oui, il est très important de reconnaître. Vous savez, on a commencé ce travail il y a 30 ans maintenant, et on parlait d'information et de gouvernance de l'information. L'information, c'est le savoir traditionnel, les chants, les danses, mais il y a aussi les données, qu'il s'agisse de données administratives, quantitatives ou qualitatives. Tout ça, c'est de l'information. Et on parle de souveraineté des données, mais ce qu'il faut, c'est la souveraineté de l'information. C'est ça que je veux bien faire cette distinction. Je veux bien vous donner une définition. Il y a plus d'une définition quand on va vers la souveraineté de l'information. C'est une distinction importante à faire parce que ce sont les archives. C'est en fait la culture matérielle. Ce sont les autres éléments. Les données entre les mains du Musée des Beaux-Arts, par exemple. Bon, les Premières Nations, les Inuits et les Métis veulent s'assurer de pouvoir, pouvoir posséder et gérer leurs données. Nous voulons bien sûr respecter ces principes autochtones.
et ce pour toute l'information qui est du ressort autochtone. Merci. Tout ça sous, bien sûr, le chapiteau de la souveraineté. Je m'appelle Yuana Inich. Ma question est simple. Qui va payer pour tout ça? Comment dites-vous? Qui va payer pour tout ça? Puisqu'on parle d'archives qu'il faut numériser, qu'il faut expédier, qui pourraient être copiées, qui pourraient passer par le CNA, les budgets sont serrés. Merci. Éric, voulez-vous tenter de répondre à la question? Oui, il y a du financement prévu, mais toutes les situations, toutes les circonstances varient, on le sait. J'ai aussi participé à des initiatives où on n'a pas forcément offert du financement, mais nous avons offert des données. Puis, avec la COVID, on a été abordé par la province du Manitoba et un organisme des Premières Nations au Manitoba pour ce qui est de partager le registre autochtone avec la province, avec l'appui, la participation de cet organisme des Premières Nations, afin qu'on puisse suivre de près le cheminement de la COVID au Manitoba et plus précisément contracté par les Premières Nations. C'est toute une réalisation quand même si on pense au partage d'informations intéressant un organisme autochtone. Alors, parfois, oui, il faut des ressources. L'initiative dont vous avez parlé plus tôt, avec le TIC, c'était important, ça. Mais il y a aussi le partage de l'information. J'ai participé à des discussions liées à l'importance des régions éloignées. Et on a tenté de les regrouper pour faire un peu de travail. Et on a partagé cette information avec l'organisme. C'était pas tout simplement le Canada qui faisait sa propre affaire et gardait ça pour lui. Non, c'était d'abord et avant tout le partage. Et l'idée était de comprendre les circonstances, les enjeux propres aux différents organismes, par opposition à une approche antagoniste. Il y a différentes façons de réagir à des situations et parfois, oui, il y a de l'argent mêlé à tout ça. Chris, cette question nous est sans cesse posée et c'est souvent très sincère. Les gens veulent des réponses. La question n'est pas toujours posée ainsi, mais la façon la plus positive d'en parler, c'est que le Canada est une démocratie chef de file dans le monde. Le Canada a toujours voulu établir des institutions dans l'intérêt du plus grand nombre. Ce sont des investissements, ce ne sont pas des coûts. Et c'est pour l'intérêt de tous. Je vous ai dit que le Canada s'est donné une bonne réputation. Alors oui, on s'attend à ce que le gouvernement investisse pour bâtir mieux à l'avenir, dans la mesure où c'est un avenir collectif. Et les Premières Nations comprennent très bien que ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir assurer la souveraineté des Autochtones et l'autodétermination au terme de la souveraineté pour qu'elles aient la souveraineté de leurs données. Mais dans cet écosystème, dans cet environnement, si vous préférez, les institutions canadiennes du pays veulent en faire autant. Alors, il faut reformuler la question. Le fait est que le Canada investit depuis longue date dans le contrat social. Et c'est une façon plus positive d'aborder les choses.
Et Chris, de votre point de vue, à Statistique Canada, je pense bien que vous avez beaucoup d'expérience à répondre à pareille question. Si on est pour faire ça, ben, d'où va nous venir l'argent? Oui, absolument. Statistique Canada reçoit des deniers publics, absolument, parce que l'on est un organisme gouvernemental, mais on reçoit aussi du financement de partenaires. Je dois vous dire que je suis d'accord avec Jonathan. Il y a un contrat social et les institutions canadiennes doivent desservir tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Et la façon que les institutions ont été mises sur pied et bâties au fil des ans ont ciblé certaines personnes et peut-être pas d'autres. C'est pour dire qu'il faut, dans un premier temps, renouveler nos structures. Et oui, ça coûte de l'argent. Et il y a toujours plus à faire que de moyens financiers de le faire. Il faut donc établir ses priorités. Autre chose que j'aimerais dire, ça ne coûte rien que d'avoir une conversation quand c'est de bonne foi et de bon cœur. Il y a beaucoup que l'on peut faire qui ne nécessitent pas de nouvelles bases de données ou une équipe de 6 personnes. Nous pouvons avoir des conversations. Pour l'avoir, cette discussion, pour établir des relations, ça ne coûte pas toujours d'argent. Oui, madame. Vous m'entendez? Parfait. Je m'appelle Kelsey. Je suis de l'ASFC. Je vais vous lire ma question si je puis. La rubrique des questions pratico-pratiques. Comment agir de façon réfléchie et proactive pour trouver un équilibre entre la collecte de données aux fins de la participation au programme et la souveraineté des données? Je suis certaine de bien comprendre. Ça, c'est dans le contexte de la collecte de données aux fins de programmation. Quelles sont les considérations si vous êtes à colliger des données afin de faciliter la souveraineté des données? Qu'est-ce qu'il faut inclure dans ces ensembles de données? Oui, qu'est-ce qu'il vous faut inclure? Ici, on est pour renvoyer ces données. Nous, on recueille des données pour nos fins propres, mais il y a peut-être lieu d'envisager autre chose. Peut-être parce que vous ne le savez pas, qui pourrait revendiquer ces mêmes données. Qui voudrait tenter sa chance? Eh bien, ce n'est pas au nom de nos attentes que les fonctionnaires soient pris dans les engrenages en matière de souveraineté des données. Ça, c'est la responsabilité du Canada dans sa relation de nation à nation, ses relations avec des nations individuellement ou collectivement. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour les fonctionnaires, surtout lorsqu'ils ont fait beaucoup de travail pour en savoir plus sur la souveraineté des données autochtones. Nous offrons un cours auquel sont invités tous les fonctionnaires pour se renseigner sur OCAP, OCAP. Mais la question ensuite, c'est mais qu'est-ce que je fais? Comment sait-on si j'agis de bonne foi? Bon, vous ne devez pas enfreindre la loi. Vous devrez être sensibilisé. Et c'est une conversation à l'interne. L'idée, c'est de faire avancer le changement qu'il y a lieu d'opérer au sein des ministères et des organismes gouvernementaux. Et c'est aux autres de faire avancer cette conversation au niveau supérieur. Ne ressentez pas que vous êtes pris dans les engrenages. Posez des questions pour en savoir plus. Demandez qu'il y ait meilleure éducation, à savoir comment les Premières Nations, les Inuits, les Métis, savoir des questions liées à l'autonomie, l'autodétermination,
ayez ces conversations en ministère. Le Canada et les Premières Nations auront les conversations qui s'imposent, conversations politiques, minuscules et majuscules, et tous vont en bénéficier à long terme. Et cela va réconforter les gens qui s'interrogent à l'ère de la vérité et de la réconciliation. Comment puis-je... Moi, je suis seulement un petit fonctionnaire, je travaille sur un dossier, et puis bon, on sait très bien que les Autochtones ne nous font pas confiance, à nous, les Blancs. Alors, voilà, ne vous interrogez pas sur ces questions. Celles-ci ne sont pas de votre ressort. Chris? Je reconnais que c'est un défi. Nous, on ne collige pas des données comme telles. Nous sommes des utilisateurs de données. Si on obtient de l'information, c'est le bien de la loi sur la statistique. Mais au terme de cette loi, il y a cette exigence, comme quoi on le fait dans le meilleur intérêt du public. Et tous doivent rendre des comptes. Le statisticien en chef, par exemple, d'abord et avant tout. Mais nous travaillons étroitement avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Si vous regardez aux statistiques entre les mains de Statistique Canada, que ce soit les soins de santé, le crime et la justice, les données économiques, j'en passe, eh bien, ces données émanent des gouvernements provinciaux et territoriaux. Nous savons qu'ils ont leurs propres relations avec leurs citoyens, des relations distinctes avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, bien sûr, mais nous communiquons avec ce que sont nos partenaires. Nous travaillons ensemble pour éviter d'utiliser ces données de façon inappropriée. Ce sur quoi on travaille, par exemple, ces jours-ci, pour ce qui est du Centre de la souveraineté autochtone, eh bien, comment à l'avenir, pouvons-nous colliger des données secondaires et comment pouvons-nous à ce moment-là traiter correctement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour qu'ils aient moyen de faire entendre leur voix? Éric, pour les données liées au programme, je m'assurer d'avoir bien compris la question. Alors, très rapidement, quand je pense à mon ministère, très souvent, la relation que nous avons avec les Autochtones, eh bien, c'est par le biais d'ententes. Des ententes où l'on précise des obligations en matière de faire rapport. Vous savez, beaucoup de travail a été abattu par bon nombre de mes collègues qui se sont penchés sur les obligations en matière de rapport pour réduire le fardeau des rapports, mais tout en améliorant la qualité des rapports avec les Premières Nations. Et il y a aussi un rapport sur le financement. Donc, je dois dire que il y a de nombreuses conversations pour ce qui est de produire des rapports, des indicateurs dignes de ce sens, par opposition à quelque chose qui serait imposé depuis le centre. Je crois que nous arrivons à la pause repas. Aimeriez-vous nous ajouter quoi que ce soit, savoir vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'il reste à faire? Jonathan, je commence par vous. Eh bien, nous avons bon espoir que nous allons continuer de recevoir du financement du gouvernement canadien pour ce qui est de la stratégie de gouvernance. On a eu une démarche sur 3 ans. La première étape, c'est quoi la stratégie? Là, on passe des bleus aux pratico-pratiques, c'est-à-dire la gouvernance, la gestion de la gouvernance dans les régions, le partage d'informations avec différentes institutions. Là, la prochaine étape, c'est de s'arrêter à la question de l'interopérabilité, les relations avec les établissements canadiens, les établissements autochtones. Ça ne veut pas dire qu'il faut démanteler les établissements existants, mais il faut certainement
intervenir plus tôt que tard, de sorte que les établissements canadiens s'ils sont appelés à changer en raison du changement de paradigme, mais notre approche est quand même pragmatique. Mais nous avons aussi ces conversations dans les hautes sphères pour informer le leadership autochtone, à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de rêver d'un avenir où il y a la souveraineté autochtone et la relation avec la couronne. Il y a les lois canadiennes et qui ne prévoient pas forcément ou travaillent dans le sens contraire des droits collectifs. Alors, il y aura des changements importants à apporter alors qu'on est en plein changement de paradigme. Éric. Bon, vous l'aurez compris, nous nous connaissons depuis un moment et nous collaborons. Chris et moi et Marty, on se connaît depuis un moment. Et moi, j'aimerais vous quitter sur des questions qui, j'espère, vont résonner et vous amèneront à réfléchir à la souveraineté autochtone sur les données. Est-ce que nous savons, nous, le collectif, savons-nous quelles sont les données que nous possédons qui sont pertinentes aux Premières Nations? Quelle est la meilleure entité pour colliger et conserver les données? Pour ce qui est des concepts utilisés, est-ce que ces concepts tiennent compte du point de vue et de l'intérêt autochtone? On a toujours de très beaux indicateurs, mais est-ce que ceux-ci sont représentatifs des vues autochtones? Et pour finir, est-ce que nous colligeons, nous le collectif, colligeons et entreposons des données de manière à ce que ce soit utile aux peuples autochtones? Je vous laisse sur ces questions, question d'alimenter votre réflexion. Ce ne sera pas nous quatre à l'avant, mais les nombreux participants dans la pièce. Merci. Chris? Eh bien, je crois que Éric a bien dit les choses. Cette conversation que l'on a, nous, à quatre, et nos organismes employeurs, moi, je pense qu'il faut, pour poursuivre cette conversation, on est toujours en train de faire avancer les choses, d'améliorer les choses. On va toujours de l'avant. Je pense que la seule façon d'y arriver, c'est grâce au dialogue, la collaboration. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ça résume bien les choses. Merci à vous tous. Merci de vos questions. Veuillez vous joindre à moi pour remercier Chris, Eric et Jonathan de leurs exposés et bien sûr de leurs réponses à nos questions. Merci beaucoup.